Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre, bienvenue aujourd'hui Bonjour sur notre, William, bonjour à tous. bienvenue aujourd'hui sur notre nouveau webinaire, le microbiote intestinal, un nouvel acteur du stress, un sujet d'actualité avec le stress qui est de plus en plus présent aujourd'hui. Euh, on est toujours dans cette période de Covid. On voit qu'aujourd'hui le microbiote intestinal est intimement lié au stress et c'est un sujet que de nombreux d'entre vous nous ont demandé. On est impatients de vous écouter, Jean-Pierre, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup de personnes. Effectivement, on le verra, le stress, l'anxiété sont des problématiques qui touchent tellement de personnes et qui, aujourd'hui, pour les médecins qui essaient de prendre en charge ces pathologies, ils sont vraiment confrontés de plus en plus à ce genre de problématiques. Et donc, le fait de refaire un point sur la prise en charge de patients qui souffrent de stress ou d'anxiété et de voir aujourd'hui les pistes prometteuses qui tournent autour du microbiote, je pense que ça valait ce webinaire sans aucun doute. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant et on en apprend plus, un petit peu plus tous les jours quasiment, hein, avec ces nouvelles souches, ces nouvelles bactéries qui pourraient avoir un impact sur le stress, sur l'anxiété. Moi, je suis personnellement aussi fort sujet au stress, donc ça m'intéresse tout particulièrement de vous écouter. On va commencer, parce que je vois qu'il y a déjà pas mal de participants qui sont là. Alors, aujourd'hui, en termes d'agenda, Jean-Pierre va d'abord nous expliquer le stress, c'est quoi le stress et ses implications, le lien entre le microbiote intestinal et le stress, les conséquences du stress sur la santé et finalement les solutions nutritionnelles et micronutritionnelles existantes aujourd'hui pour y répondre. Et finalement, je vous présenterai avec Jean-Pierre les protocoles santé recommandés par compliment pour répondre aux problématiques de stress. Et en termes de timing, pour que chacun sache, on va d'abord avoir une présentation entre 30 et 40 minutes de Jean-Pierre sur cette thématique. On vous présentera ensuite durant 10 minutes les protocoles santé sur Compliment Pro et on finira par un question-réponse de 10-15 minutes. Donc, ne vous en faites pas, on ne vous répondra pas à toutes vos questions pendant le webinaire, mais toutes les questions seront bien gardées, seront répondues soit pendant si on a le temps, soit par la suite par email. Voilà comment ça fonctionnera. Alors, je vous ai introduit directement. Donc, Jean-Pierre Mance, enseignant en nutrithérapie au CERDEN et également cofondateur de l'Institut de nutrition et nutrithérapie pour pharmaciens. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, William. Je suis également ravi, j'ai appris par William qu'il y a des anciens étudiants du CERDEN qui se sont inscrits. Je suis en tout cas ravi qu'ils soient là. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, je vous souhaite également la bienvenue et je souhaite évidemment la bienvenue à l'ensemble des autres participants à ce webinaire. Alors, au niveau je dirais, de ce stress, comme je l'évoquais, c'est une problématique qui est quand même extrêmement importante, parce que quand on voit des chiffres déjà qui remontent déjà il y a 10 ans, qui provenaient d'une mutuelle et qui mettaient en exergue que pratiquement 8 travailleurs belges sur 10 disent connaître des situations de stress sur un plan professionnel, qu'aujourd'hui, le stress représente plus d'un tiers des jours de maladie qui sont recensés. Donc c'est quand même gigantesque quand on sait les millions de jours qui sont rencontrés chaque année par les mutuelles. Et que phénomène beaucoup plus récent, c'est qu'on constate qu'aujourd'hui qu'un jeune sur 5 de moins de 20 ans se dit également confronté à des problèmes de stress. Probablement, vous voyez, les dernières études remontent à novembre 2017. Il est clair que si nous devions refaire une enquête aujourd'hui, post-Covid-19, pratiquement 2 ans après le début de la pandémie, fort probablement que ces chiffres seraient encore bien plus importants et probablement d'ailleurs encore plus importants chez les jeunes qui ont beaucoup souffert, je dirais, des dérèglements liés d'abord au rythme scolaire, de présentiel, d'exclusivement de distanciel, d'un manque de contact social qui a vraiment perturbé un grand nombre de jeunes. Et on verra d'ailleurs, et on le craint d'ailleurs, un effet rebond dans les mois, voire dans les années qui vont venir, de personnes qui vont décompenser, des personnes qui vont développer des syndromes d'anxiété, voire de dépression liés à une gestion un peu compliquée de cette Covid-19.
Et donc, quand on regarde les chiffres, pour terminer sur la partie chiffres, c'est qu'un travailleur sur 4 qui est quotidiennement confronté à un problème de stress. C'est quand même des chiffres qui font un petit peu peur, à telle enseigne que 10% d'entre eux ont été amenés d'ailleurs à devoir changer de travail, tant la charge émotionnelle liée au stress ou à l'anxiété était vraiment beaucoup trop importante. Alors, on voit ces chiffres qui sont alarmants. Bon, revenons, je dirais très brièvement, sur ce que l'on entend par le stress. Alors, il faut savoir que le stress a évidemment une connotation très négative quand on l'entend dans la bouche de quelqu'un. Ceci étant, il ne faut quand même pas oublier que le stress est d'abord une réaction physiologique normale qui n'entraîne chez, heureusement, bon nombre de personnes aucun problème physiologique, parce que le stress est simplement une réaction au départ de notre organisme face à un stimuli extérieur. Alors on l'appelle déstabilisant, on pourrait dire aussi un stimuli extérieur peut-être non prévu et qui va amener, je dirais, une réaction sur laquelle on va revenir d'ailleurs un petit peu plus tard dans la présentation. Et donc, ces situations de stress, il y a différentes causes possibles. Il y a d'abord le fait de ne pas avoir pu prévoir ou anticiper la situation. C'est par définition un événement totalement imprévisible qui nous met dans un état de stress, sachant que, à nouveau, il y a, face à un même stimuli extérieur potentiellement déstabilisant, il y a de très grands différences interindividuelles sur comment l'individu va réagir par rapport à ces situations de stress. Et le stress est en fait un syndrome qui se décline en différentes phases. Il y a ce qu'on va appeler la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Alors la phase d'alarme, c'est ce stimuli totalement imprévu qui va entraîner, je dirais, des phénomènes de bronchodilatation, de façon à pouvoir respirer le mieux possible, une augmentation du tonus musculaire pour pouvoir éventuellement fuir une situation qui nous perturbe, certainement une accélération du rythme cardiaque, avec aussi, de façon à permettre au corps de réagir le plus rapidement possible, une augmentation assez spectaculaire du taux sanguin de glucose. L'objectif de cette phase d'alarme, c'est une mobilisation complète de toute possibilité de défense. Et pour ne pas faire un très vilain parallélisme avec la situation que l'on connaît aujourd'hui en Ukraine, c'est ça, c'est de mobiliser des ressources qui vont nous permettre soit d'aller au combat, soit tout simplement de fuir la situation. Je vais prendre un exemple tout à fait concret. Imaginez que vous soyez en face je dirais, d'un passage pour piétons, le feu est vert pour vous, vous vous engagez dans le passage pour piétons, et puis arrive une voiture fond de train qui manifestement n'a pas vu que le feu était rouge pour elle. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas rester planté en plein milieu je dirais, des passages pour piétons. Vous allez plutôt tenter, probablement pas de choisir l'option fight. Vous n'allez pas essayer de résister au poids de la voiture qui arrive, mais vous allez plutôt essayer de fuir pour accélérer le rythme, passer de l'autre côté, traverser la rue et éviter finalement l'obstacle qui arrive. Bon, voilà, ça c'est vraiment une phase d'alarme tout à fait particulière, et on verra d'ailleurs dans un instant les conséquences de cette phase d'alarme numéro 1. Ensuite, on peut passer dans une phase dite de résistance, c'est-à-dire que l'élément stressant se répète régulièrement, peut-être quotidiennement, comme on a vu dans les enquêtes que je vous présentais il y a un instant, et dont, en fait, sur un plan physiologique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de nous adapter par rapport à cet agent stressant. Et donc, l'objectif dans cette phase de résistance, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer physiologiquement de maintenir le taux de glucose sanguin de manière assez importante, de façon à nourrir. Le cerveau a besoin de glucose, le muscle a besoin de glucose, bref, de faire en sorte, je dirais, que nous allons pouvoir maintenir une activité la meilleure possible, malgré un environnement qui est plutôt hostile à cause de cet agent stressant. Quand on est dans une phase de résistance, il faut se rendre compte que là, on va avoir une première
conséquence qui est relativement importante sur un plan physiologique, c'est que les glandes surrénales vont se mettre à sécréter de plus en plus de cortisol. Alors le cortisol, on sait qu'on en a besoin. L'absence de cortisol nous empêcherait tout simplement de vivre. Donc le taux de cortisol est quelque chose d'important. L'excès de cortisol, on sait, a des effets négatifs sur la santé. Le cortisol est pro-inflammatoire. Le cortisol peut avoir également entraîné des dérèglements sur le plan métabolique dans le cadre, par exemple, d'une perte de poids. Donc, cette phase de résistance, on va voir ce que l'on va devoir faire de façon à limiter les conséquences négatives, entre autres, d'une sécrétion trop importante de cortisol. Ce qu'il faut évidemment éviter par-dessus tout, c'est la phase dite d'épuisement où nos capacités d'adaptation par rapport à l'agent stressant sont tout simplement débordées, dépassées. Et là, le stress chronique s'installe très, très important. Et là, nous allons avoir des premières manifestations de troubles physiques, voire psychiques relativement importantes. Et où, on va le voir, il va y avoir une déplétion d'un certain nombre de neuromédiateurs qui vont ne faire qu'aggraver la situation. Alors, au niveau des mécanismes un tout petit peu plus physiologiques du stress, savoir ou simplement se rappeler qu'il y a un certain nombre de régions cérébrales qui sont impliquées lorsque ces mécanismes de stress se mettent en branle. On a d'abord au niveau de l'hypothalamus, qui est en fait le centre de fonction des contrôles des fonctions neurovégétatives qui est important. On va avoir le système limbique qui va également être sollicité, et en particulier l'amygdale, qui est un peu ce qu'on peut appeler le décodeur des émotions, des menaces. C'est un peu notre alerte, notre système d'alarme, si vous voulez. Donc, on est vraiment dans le centre des émotions. Et puis, on a enfin le cortex préfrontal qui, lui, est le siège plutôt des pensées rationnelles, des capacités d'évaluation face à une situation. Donc, on comprend bien que ce cortex préfrontal va également, je dirais, être sollicité, que ce soit dans les phases d'alarme ou dans les phases, je dirais, d'une tentative d'adaptation par rapport à des situations stressantes, où le cortex va essayer de dire mais qu'est-ce que je fais finalement par rapport à ces situations stressantes? Est-ce que je continue à lutter? Est-ce que je vais plutôt les fuir? Est-ce que je vais plutôt changer de boulot? Voilà, c'est le cortex là préfrontal qui va plutôt prendre le relais. Alors toujours au niveau des mécanismes physiologiques du stress, pour entrer un tout petit peu plus je dirais dans le côté un petit peu plus médical, mais tout démarre évidemment au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui va être impliqué dans la manière dont la régulation va être proposée au niveau des réponses neuro-endocriniennes, dans la mesure où l'hypothalamus, face à un stress, va libérer une hormone qu'on appelle la CRH, qui est la corticotropine releasing hormone, et elle-même va stimuler ensuite l'hypophyse, qui va libérer une autre hormone dans le sang qu'on appelle la CTH. Et en fait, la CTH est en fait une hormone qu'on appelle corticotrope. C'est en fait une hormone à plusieurs peptides, qu'on appelle polypeptidique, qui est sécrétée par certaines cellules du lobe antérieur de l'hypophyse, et qui va permettre de stimuler la glande cortico-surrénale. Et donc, le troisième point, on le voit, les glandes surrénales vont à ce moment-là libérer du cortisol, et on comprend que plus les manifestations du stress sont importantes, plus les glandes surrénales vont libérer du cortisol en quantité, donc justement sous l'action de cette fameuse hormone ACTH, sachant que le cortisol va, lui, inhiber la production de la corticotropine releasing hormone. Alors, au niveau du stress, on a vu les différentes phases de stress. Alors, quand on est dans une situation où le stress est dans une phase qui va entraîner du stress physiologique, on est pour un patient stressé, anxieux, ou qui a un trouble au niveau je dirais, du magnésium, au niveau de la spasmophilie, vont entraîner des risques de dysfonctionnement au niveau d'un certain nombre de neurotransmetteurs importants, au niveau sérotoninergique et au niveau GABAergique. On va y revenir dans un instant. Bonne nouvelle, c'est que quand on est dans une phase de stress aigu,
mais on est clairement dans une situation totalement non pathologique. Pourquoi? Parce que quand on est face à un type de stress, hein, si je reprends de nouveau l'exemple, je veux traverser le passage pour piétons, le feu est vert pour moi, j'ai évité la voiture, j'ai évité l'obstacle, j'arrive de l'autre côté, ben, je dirais, j'ai tous les processus de défense qui vont permettre de revenir à une situation normale et le stress a tout simplement disparu de la circulation. C'est pour ça qu'on dit que dans un premier temps, il n'y a vraiment aucun danger dans cette phase de stress aigu. On est vraiment dans une situation totalement non pathologique. Par contre, si on arrive dans des situations de stress chronique, ben, on peut avoir progressivement, à force de solliciter régulièrement certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, ben, on peut avoir un épuisement des indolamines, un épuisement sérotoninergique. Le fait d'avoir de manière chronique des réactions d'hyper-excitabilité, parce que cet élément stresseur, ben, on l'a vu, va enclencher des réactions sur le plan cardiovasculaire, sur le plan de la bronchodilatation, sur le plan de spasmes au niveau musculaire, ben, va entraîner une fatigue, même si au départ, cette sensation de fatigue ne va pas être ressentie, c'est beaucoup plus quand on va arriver dans des stades d'épuisement. Par contre, on va avoir, à force d'être confronté à un agent stressant, une augmentation de l'anxiété. Et pour distinguer, si vous voulez, le stress et l'anxiété, se rappeler simplement que l'anxiété, c'est une espèce d'anticipation d'un élément stressant. À force d'être confronté à des situations de stress, je finis par anticiper quelque chose qui pourrait me stresser, c'est clairement l'anxiété. On se fait un film sur quelque chose qui va pouvoir nous stresser par après. Et à force d'avoir cet épuisement sérotoninergique, on peut avoir ce qu'on appelle un risque de nervous breakdown. Je dirais, on est face à une production importante de noradrénaline et en face, ben on n'a pas notre frein, on n'a pas notre sérotonine pour essayer de venir équilibrer tout ça. Et donc, on a un risque de tomber dans ce qu'on appelle ce fameux nervous breakdown. Alors, le thème de ce webinaire était le lien entre le microbiote intestinal et le stress. Alors, avant d'y venir, et ce sont des travaux mais qui ne remontent pas à si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, qui se sont déjà posé la question de savoir, bon, finalement, est-ce que l'intestin ne serait pas finalement notre deuxième cerveau? Certains l'ont même à dire, non, non, l'intestin est même notre premier cerveau. Alors, si on compare simplement notre microbiote et notre cerveau, au niveau du nombre de neurones qu'on va y retrouver, bon, soyons de bon compte, il est clair qu'on ne va pas retrouver dans l'intestin le même nombre de neurones. Hein. On parle en dizaines de milliards de neurones au niveau du cerveau. On est à 200 millions de neurones, donc on voit qu'on en a nettement moins au niveau du cerveau. Mais on ne peut pas non plus dire qu'on a 200 millions de neurones dans l'intestin pour rien. Comme si ces centaines de millions de neurones au niveau intestinal n'avaient aucun rôle à jouer. Alors on sait que ce n'est pas le cas, parce que quand on regarde la quantité, je dirais, d'informations, de messagers qui passent du microbiote vers le cerveau, ben la dominante, je dirais, d'informations qui passent du microbiote vers le cerveau est clairement majeure, puisqu'on parle de 90%, alors qu'il n'y aurait que 10% des informations qui partiraient vers le cerveau pour communiquer un certain nombre d'informations au niveau du microbiote. Donc on voit déjà là, simplement là, rien qu'à cela, il y a déjà un rôle extrêmement important à jouer au niveau du microbiote. Donc on comprend bien que la santé du microbiote est vraiment au cœur d'une transmission optimale d'informations vers le cerveau. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants dans la mesure où cet axe intestin-cerveau, ben, on sait qu'il y a, je dirais, des passages d'informations qui vont se faire à travers, entre autres, le système nerveux autonome, le système nerveux central, le système nerveux entérique. On sait tout le rôle important du nerf vague qui communique également des informations très précieuses du microbiote vers le cerveau. Donc, ce sont des choses qui sont connues. Et ce qui est également maintenant connu depuis 4-5 ans, c'est qu'il y a certaines bactéries intestinales qui vont permettre la production de substances cérébrales indispensables.
Alors, une qui est connue déjà aujourd'hui, qui a une action très anti-anxiété, qui est de nature très apaisante, qu'on appelle le GABA, qui est un messager chimique important du cerveau. Certaines bactéries intestinales vont permettre une production de GABA. Il y a également d'autres bactéries intestinales tout à fait essentielles et qui vont jouer sur la production de ce qu'on appelle le BDNF. Le BDNF est la contraction en anglais de Brain Derived Neurotropic Factor et qui sont en fait des molécules qui ont un pouvoir de régénération au niveau du cerveau. Donc, ils vont permettre régulièrement de soutenir une neurone genèse, de permettre de reconnecter de nouveaux neurones ou de produire de nouveaux neurones. Donc, le BDNF est très important. Et on sait aujourd'hui qu'il y a essentiellement deux voies pour stimuler la production de BDNF. C'est non seulement la production et la mise à disposition d'un certain nombre de bactéries intestinales, mais également l'activité physique. Alors, vous voyez, l'activité physique, on n'arrête pas de nous en parler, mais si vous voulez encore une bonne raison supplémentaire d'avoir une activité physique modérée et régulière, ben, sachez que l'activité physique soutient également la production de BDNF. Il y a également d'autres éléments qui sont importants, que ce soit au niveau du glutamate, qui est un neurotransmetteur important au niveau de l'activité du cerveau avec la production de GABA, par exemple. Il y a d'autres bactéries qui vont jouer sur une régulation, si vous voulez, de la production du cortisol, voire de l'adrénaline. Mais n'oublions pas non plus que le fait d'avoir un microbiote en bon état va permettre non seulement d'avoir un système immunitaire intestinal qui va être au rendez-vous et dans le cadre de la COVID-19, mais c'est évidemment tout à fait au centre d'un dispositif, d'un système immunitaire en bonne santé. Mais n'oublions pas non plus que c'est au niveau intestinal que nous allons produire une quantité extrêmement importante de la sérotonine, puisqu'on estime que 80% de la sérotonine produite est produite au niveau des cellules nerveuses de notre cerveau intestinal, donc c'est quelque chose qui est important, et que cette sérotonine qui est produite au niveau intestinal a des rôles multiples, mais se rappeler que s'il n'y a pas une production suffisamment de sérotonine au niveau intestinal, mais ça peut, par exemple, entraîner des troubles du transit. Donc, il est important, manifestement, d'avoir un système intestinal qui soit important. Alors, dans des travaux récents, ici, je vous montre une étude qui remonte à 2021, une étude qui a été faite sur une souche particulière de bifidobactéries. Vous voyez, la souche est clairement nommée, c'est la souche PS128TM, étude qui essayait de montrer sur 36 personnes qui avaient été choisies à dessein, parce qu'en fait, ce sont 36 personnes qui travaillent dans une société technologique où le niveau de stress était extrêmement important. Et en fait, on a donné à 36 individus, donc il y avait à la fois un groupe contrôle et un groupe traité, et on leur a donné cette fameuse souche de Lactobacillus plantarum PS128TM, et on a mesuré, après 2 mois de traitement, sachant qu'il y avait 20 milliards de bactéries prises par jour de cette souche tout à fait spécifique, mais on a constaté des éléments tout à fait objectifs et objectivables, à savoir une diminution du cortisol salivaire. Donc là, on est vraiment sur une mesure objective. De même, dans des enquêtes déclaratives auprès des personnes, il y avait également une diminution à la fois de la sévérité des insomnies et une diminution des niveaux de stress ressentis sur base d'échelles validées par la communauté scientifique et qui permettent d'attester de manière significative si oui ou non il y avait une amélioration du profil de ces personnes qui étaient stressées, qui n'avaient pas nécessairement développé, je dirais, des conséquences physiologiques ou physiques liées à ces niveaux de stress, mais simplement de permettre à ces personnes, si on veut éviter que cette chronicité du stress n'engendre des pathologies, et si on est en mesure, grâce à cette souche particulière de Lactobacillus plantarum, de diminuer la production du cortisol salivaire, bien on sait qu'on va développer un moindre risque de production de cytokines pro-inflammatoires. Et donc, à ce titre-là, la prise de cette bactérie à 2 mois de traitement donnait des résultats tout à fait intéressants.
Euh, les premiers travaux, et c'est pour ça que je vous remontre cette étude, qui remonte il y a un peu plus de 10 ans, 11 ans maintenant. En fait, ce sont vraiment les premiers travaux qui ont été réalisés par une équipe canadienne sous l'égide du professeur Baker et qui avait déjà mis en exergue, vous voyez ici, la prise de deux souches, à la fois de lactobacilles et de bifido. Hein. Il y a lactobacillus helveticus R0052 et les bifidobacterium longum R0175. Alors, c'est une étude fabuleuse parce qu'elle montre des résultats déjà à 30 jours en prenant, ben, vous voyez, il y a 3 milliards de bactéries, hein, donc il n'y a à nouveau pas 450 milliards de bactéries comme on les retrouve parfois dans certains suppléments. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a de nouveau un groupe traité et un groupe placebo et on va mesurer de nouveau avec une mesure objective, une mesure du cortisol salivaire à 30 jours, donc c'est encore plus rapide que dans l'étude précédente, et on a constaté de nouveau une diminution de la production de ce cortisol salivaire à 30 jours, avec également, sur base d'autres échelles, entre autres l'échelle HAD, Hospital Anxiety Diagnosis, qui sont également des questionnaires tout à fait validés et qui ont permis de montrer aussi une diminution de ces niveaux d'anxiété perçus par ces patients qui avaient pris ces deux souches de bactéries, quelles sont les lactobacilles et les bifidobactéries. Je lisais encore pas plus tard que ce matin une étude qui est parue dans Nature hier, donc c'est vraiment tout chaud, et qui montrait qu'aujourd'hui, il y a chez des... Alors, les études ont été faites chez les souris, mais il y a des premières études maintenant qui viennent de sortir sur humains, que pour des patients qui ont une production importante sur le plan intestinal d'une molécule qu'on appelle 4-EPS, oubliez le nom barbare, peu importe, et qu'en fait, cette molécule, lorsqu'elle est produite en trop grande quantité, chez les patients qui souffrent de stress, d'anxiété, de dépression, mais que cette molécule produite en trop grande quantité va avoir un impact sur le bon développement et le bon fonctionnement, en particulier d'un certain type de molécules qu'on appelle des oligodendrocytes. En fait, ces oligodendrocytes sont directement impliqués dans la formation de la myéline. Or, on sait que la myéline, c'est par définition le protecteur, l'isolant majeur des fibres nerveuses du cerveau, hein, un peu à l'image d'une gaine en plastique autour de fils électriques, et que ces personnes qui ont, je dirais, une mise en danger de la myéline, ça peut entraîner dans le temps un développement de sclérose en plaques, un développement de l'autisme. Donc on voit à quel point euh, de nouveau, des souches bactériennes tout à fait particulières peuvent avoir un retentissement important sur le plan de la santé des patients. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, les conséquences du stress, bon, on a vu les différentes phases de stress. On a vu que le microbiote est manifestement un acteur majeur et que certaines bactéries peuvent jouer des rôles importants dans le déclenchement d'un certain nombre de pathologies. Au niveau des conséquences du stress, mais elles ne sont vraiment pas à minimiser parce que, comme vous le voyez sur le schéma sur la droite, elles sont nombreuses. Elles peuvent entraîner des troubles sur le plan, on va dire, certainement sur une addiction à un recours important au sucre qui est très apaisant par la production entre autres de dopamine. Le tabac qui va évidemment venir aussi soutenir la production sur le plan dopaminergique. On sait que l'alcool, le sucre sont extrêmement apaisants et peuvent entraîner sur le plan neuronal des symptômes de bien-être, comme s'il y avait une production de sérotonine qui était importante. Donc, des phénomènes d'addiction, des phénomènes de troubles de la mémorisation et, je dirais, des difficultés au niveau de la concentration. Quand on est dans des phases de stress chronique, on a des sentiments de fatigue qui s'installent de plus en plus et donc on se lève fatigué avec un sommeil qui est trop peu récupérateur parce qu'on a des réveils nocturnes qui sont importants et qui doivent d'ailleurs être mesurés, quantifiés pour essayer d'identifier au mieux la gravité de la situation. Mais voilà, à partir du moment où on a un patient qui est addict au sucre,
qui a des phénomènes de boulimie, ça peut entraîner évidemment des problèmes sur un plan métabolique avec développement je dirais, d'une surcharge pondérale, d'obésité, éventuellement même d'une résistance à l'insuline. Donc, quand on voit ce tableau-là, ben, c'est un tableau qui est clairement à prendre en compte et donc vraiment pas minimiser les conséquences du stress, avec un élément alors qui est vraiment fondamental et qui fait également le lien entre stress et microbiote, c'est qu'on sait qu'un stress chronique, constant, avec des périodes en plus de stress aigu par période, peut entraîner à cause du cortisol, et je dirais une production de cytokines pro-inflammatoires qui, à la longue, peuvent entraîner également une dysbiose intestinale. Et cette dysbiose intestinale, ben, c'est ce déséquilibre sur le plan quantitatif, voire qualitatif, entre des familles bactériennes qui sont plutôt, je dirais, délétères pour la santé par rapport à des familles bactériennes qui sont plutôt positives pour la santé de notre microbiote et qui vont entraîner, je dirais, un déséquilibre sur le plan je dirais, du fonctionnement cérébral et qui peut venir à son tour augmenter les niveaux de stress. Donc, on voit vraiment qu'on est dans une situation où on ne sait plus où est l'œuf et la poule, mais on voit en tout cas qu'on rentre clairement dans un cercle vicieux dont il faut évidemment essayer de se dépatouiller le plus rapidement possible pour éviter, je dirais, un emballement de cette situation de stress qui va devenir de plus en plus chronique en soutenant cette dysbiose intestinale. Alors, les conséquences toujours du stress, hein, comme on le voit sur le plus long terme, ben, c'est, je dirais, un développement de ces troubles psychologiques d'anxiété générale, la réponse immunitaire qui va être mise en danger parce que le stress aigu, comme je vous l'évoquais, ben, peut être plutôt, au départ, plutôt positif au niveau de la stimulation d'un système immunitaire qui réagit convenablement, mais à force de sursolliciter le système immunitaire, dans le cadre d'un stress chronique, ben malheureusement, le système immunitaire va s'épuiser parce que bon nombre d'agents qui sont là pour soutenir le système immunitaire, que ce soit un certain nombre de vitamines ou de minéraux ou d'oligo-éléments, ben vont être déplétés par le stress chronique et vont mettre en danger la réponse immunitaire et d'avoir un système immunitaire qui devient de moins en moins efficace. J'ai évoqué les risques d'apparition d'un syndrome métabolique, d'un risque également sur le plan cardiovasculaire par une augmentation de la tension artérielle constante et au fait aussi de recourir à, je dirais, une consommation plus importante encore de tabac et d'alcool qui sont évidemment quelque chose de très négatif. Et alors là, c'est beaucoup plus récent, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, le stress peut avoir une action délétère sur une enzyme en particulier qu'on appelle la télomérase et qui est, je dirais, une enzyme qui est importante pour permettre je dirais, un maintien, je dirais, en bonne longueur des télomères, puisqu'on sait que la longueur des télomères est un signe de bonne santé, et que si par un stress chronique, par une production d'un cortisol important, de molécules pro-inflammatoires, de cytokines pro-inflammatoires, vont directement inhiber la fonction de cette télomérase, peut entraîner une dégradation justement de la longueur des télomères et peut accélérer un vieillissement cellulaire et peut permettre aussi malheureusement d'initier un certain nombre de cancers. Donc on voit les conséquences du stress ne sont vraiment pas minimisées, et donc il est important de bien les prendre en charge. Alors pour les prendre en charge, ben, il est clair qu'au cœur du dispositif auquel il faut d'abord penser aux solutions qui passent par l'assiette au niveau des corrections alimentaires. Et le premier élément auquel il faut penser, c'est le magnésium. Vous le voyez avec les pictos qui sont repris là, ben, il faut penser à avoir une alimentation qui va permettre que ce soit par l'hydratation, à travers des eaux qui soient riches en magnésium, ou à travers l'alimentation par des céréales complètes, plutôt bio, par, je dirais, une poignée quotidienne d'oléagineux, par la consommation de bananes qui contient également du magnésium, et on va plutôt consommer des bananes pas trop mûres, des lentilles. Et voilà, ce sont toutes des sources alimentaires riches en magnésium, mais sans oublier évidemment un aspect végétal de consommer des légumes verts, des légumes à feuilles qui sont également très riches en magnésium. Alors j'insiste en particulier sur le magnésium parce que, comme vous le savez, chez un individu qui consomme une assiette de qualité riche
sur le plan de la densité nutritionnelle et micronutritionnelle, qui par exemple prend 2000 kilocalories par jour. On va penser peut-être à une femme qui pèse 60-65 kilos. Ben, cette assiette, si elle est de qualité, à cause de l'appauvrissement de nos sols, ben, il faut se dire que ces 2000 calories vont apporter peut-être 240 mg de magnésium élément dans l'assiette. Or, vous connaissez l'équation, c'est que nos apports journaliers recommandés en magnésium sont de l'ordre de 6 mg de magnésium élément par kilo de poids corporel et par jour. Nous n'avons qu'une capacité de stockage du magnésium. Ben, ça veut dire que cette femme qui pèse 60-65 kg ben, devrait consommer, on va dire, entre 360 et 380 mg de magnésium élément par jour. Mais si son assiette lui emporte 240, ben, vous comprenez bien qu'il y a tous les jours un déficit de 140 de 120 à 140 mg de magnésium par jour. Donc, à mon sens, la supplémentation en magnésium est pour moi totalement indispensable. C'est probablement, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que c'est clairement un magnésium, un microélément un micronutriment qui doit être pris de manière quotidienne. À côté de ça, ben, on a vu s'il y a un risque de production importante de cortisol, production de cytokines pro-inflammatoires, ben, d'avoir une assiette qui fasse la part belle en apport anti-inflammatoire. Et donc la consommation de petits poissons gras, de petits poissons gras comme les sardines, maquereaux, harengs, anchois, sont importants, de consommer des huiles qui sont riches en oméga 3, d'essayer d'avoir une bonne balance oméga 3, oméga 6. Vous savez que cette balance est plutôt d'un oméga 3 pour 4 oméga 6, là où on est dans nos habitudes alimentaires en Belgique plutôt proche de 15 à 20. Donc on voit qu'il y a du travail à faire. Et donc consommer de l'huile de colza, de l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de caméline sont des apports importants et intéressants en oméga 3. Et éviter évidemment tout ce qui va faire fuir, je dirais, le magnésium ou, je dirais, une surconsommation de vitamines du groupe B, vitamines du groupe B1, B6 en particulier. C'est le café, c'est l'excès de café, ce sont le coca, l'alcool, les glucides rapides, l'excès de produits laitiers, puisqu'on sait aujourd'hui que les produits laitiers, et particulièrement les produits laitiers industriels, contiennent une quantité de phosphore qui est extrêmement importante. Et cette quantité de phosphore, indépendamment d'autres effets négatifs au niveau de l'absorption du calcium, a également un effet très négatif sur la stimulation du magnésium. Donc on voit, je dirais qu'il faut avoir une assiette riche en magnésium, riche en oméga 3, mais de faire également attention dans son alimentation, d'éviter tout ce qui peut faire fuir une bonne fixation du magnésium, ici en l'occurrence. Un autre élément qui est important aussi, c'est la chronobiologie nutritionnelle, donc le fait d'apporter à certains moments de la journée, je dirais, un certain nombre d'acides aminés qui sont, je dirais, au cœur du dispositif pour permettre une production de neurotransmetteurs. Donc le matin, ce que nous avons besoin, c'est de l'acide aminé tyrosine, qui va permettre la production de dopamine. Et comme son nom l'indique, la dopamine, ça va nous permettre de nous, entre guillemets, de nous doper tout à fait naturellement. Et pour cela, si on veut avoir l'acide aminé tyrosine, c'est le matin la consommation de protéines, de consommer 2 œufs sur le plat, de plutôt oméga 3. C'est une manière aussi d'avoir de l'EPA, du DHA, d'avoir une cuisson plutôt sur le plat ou à la coque, de façon à préserver les oméga 3. À midi, c'est le deuxième moment et probablement le dernier moment où nous allons manger protéiné, moment où nous allons consommer des légumes et avoir une assiette qui va plutôt faire belle aux glucides avec un index glycémique bas. Et enfin, vers 17h, un repas qui n'est pas une option, c'est une collation obligatoire et qui va passer par la consommation de fruits complets, pas de jus de fruits, mais de fruits complets, la consommation d'oléagineux, la consommation de 10 grammes, par exemple, de chocolat noir avec minimum 80% de cacao. Bref, tout ce qui va permettre d'optimiser, je dirais, la production de sérotonine qui contient avec, je dirais, les oléagineux du magnésium, avec les glucides, quelque chose qui va permettre
un passage favorisé du tryptophane au niveau de la barrière hémato-encéphalique, de façon à dérouter les acides aminés neutres plutôt vers une fonction musculaire, mais de laisser la part belle au tryptophane pour passer la barrière hémato-encéphalique et de permettre une production importante de sérotonine. Je vous rappelle, le tryptophane, déjà que c'est un acide aminé qui est plutôt en quantité faible dans l'alimentation, mais en plus est extrêmement sensible à la chaleur. Donc, quand on cuit je dirais, des aliments qui contiennent des protéines, mais qu'on fait monter trop la chaleur, malheureusement, on va détruire également le tryptophane. Et donc, le soir, au repas du soir, c'est là où on va plutôt avoir un repas plutôt végétarien, consommation de légumes. On peut avoir une consommation évidemment de céréales. On peut avoir une consommation de lentilles, de quinoa, mais tout ce qui va permettre, en tout cas grâce à une bonne production de sérotonine, d'optimiser la production de mélatonine également, et qui va nous permettre de retrouver un sommeil facilité, une induction de sommeil qui sera également favorable. Alors, si on met tout ça en place et que malgré tout, il y a un besoin de support, il faut apporter le magnésium. 80% de la population, l'étude Suvimax l'a démontré, a des carences d'apport en magnésium. Que le stress augmente en plus l'élimination urinaire de magnésium, une bonne raison pour se supplémenter, et que le magnésium, ne l'oublions pas, a un rôle important sur une synthèse harmonieuse du GABA, sur la libération de la sérotonine. Et donc pour ça, il faut penser à une bonne supplémentation et de bons sels, surtout de magnésium, dont on sait qu'il y a certains sels qui ont une affinité particulière pour la barrière hémato-encéphalique. C'est entre autres le bisglycinate de magnésium. Il y a le N-acétyltaurinate de magnésium également, mais le bisglycinate est évidemment important, avec la présence de cofacteurs qui sont indispensables à une bonne assimilation du magnésium, en particulier les vitamines du groupe B et la B6 en particulier. La B6, pourquoi est importante? Parce que là aussi, il y a un apport insuffisant pour une grande partie de la population, que la vitamine B6 va avoir ce rôle non seulement aussi à jouer dans la synthèse du GABA et de la sérotonine, mais va avoir également une fonction de fixation du magnésium intracellulaire, sachant que c'est évidemment sous sa forme active, à savoir le pyridoxal 5-phosphate de la vitamine B6, qu'on va avoir une action particulièrement positive. Donc c'est cette forme-là, évidemment, à laquelle il faut penser. Puisque le thème de la journée était de parler de probiotiques et du lien du microbiote avec le cerveau et le stress, mais comme vous l'avez vu, on a dans les complexes qui ont été mis au point aujourd'hui, c'est essentiellement ces grands groupes de bactéries que l'on connaît aujourd'hui, les bifidos et les lactobacilles, qui ont une activité aujourd'hui intéressante, sachant aussi que ces bifidos et ces lactos font partie, on va dire, des 20 souches qui sont communes à l'ensemble de la population. On sait qu'on a tous un petit peu une carte visite tout à fait particulière au niveau des gens bactériens qui colonisent notre microbiote, mais en tout cas, les bifidos et les lactos sont en tout cas deux groupes qui sont totalement indispensables, et donc demain d'avoir des souches tout à fait spécifiques, ce sera encore mieux, mais déjà d'avoir un recours à des bifidos et des lactobacilles est évidemment quelque chose d'important. Les oméga 3, mais on l'a vu, on est chez des patients stressés avec un statut inflammatoire qui est relativement important, et les oméga 3 en plus jouent des rôles importants au niveau de la fluidité membranaire, au niveau neuronal, donc c'est évidemment important. Ce sont également des précurseurs au niveau des neurotransmetteurs, donc avoir une bonne source d'oméga 3, par exemple, à base d'huile de poisson naturelle, et plutôt des huiles de poisson qui proviennent elles-mêmes de poissons, de petits poissons gras, comme sardines, maquereaux, donc qui sont beaucoup moins je dirais, infectés de métaux lourds en particulier. C'est quelque chose, évidemment, qui doit faire partie des critères de choix de ces compléments alimentaires. L'ashwagandha, on en parle de plus en plus parce qu'on sait que l'ashwagandha a un rôle extrêmement intéressant sur l'axe hypothalamique, sur le système sympatho-surrénalien également, mais en faisant aussi attention d'avoir un titrage qui soit suffisant en ashwagandha, puisque ce sont en particulier les molécules actives des butanolides, avec un titrage ici à 2,5%, qui permet d'avoir une efficacité de l'ashwagandha. On connaît toutes les vertus du thé vert matcha, en particulier de par sa contenance en L-théanine, qui va également permettre d'augmenter
la synthèse de la dopamine et des niveaux de GABA. Donc, c'est également une chose qui est importante. Et que quand on se supplémente en théanine, bien faire attention d'avoir une sélection pour la L-théanine sous sa forme naturelle bioactive et non pas comme ça existe dans certains compléments. Donc, soyez attentifs, sa forme chimique non active qu'on appelle la D-théanine, qui n'a évidemment aucun intérêt. Autres molécules qui sont plutôt des adaptogènes, qui sont intéressants, la rhodiole et le safran. La rhodiole est utilisée depuis très longtemps et la rhodiole va vraiment jouer ici sur un des éléments qu'on a vu au cours du webinaire, c'est cette fatigue physique, cette fatigue psychique qui s'installe. La rhodiole va lutter contre cette fatigue en réduisant les sécrétions de cortisol et d'avoir également à travers la rhodiole et dans le choix du complément qui sera fait, d'avoir de nouveau un extrait standardisé dans ses principes actifs, en particulier les salidrosides et les rosavines qui sont, je dirais, des molécules actives de la rhodiole pour, je dirais, venir soutenir et éviter une fatigue qui viendrait à s'installer de manière trop importante chez le patient. Et enfin, on a, je dirais, la molécule je dirais, qui est importante sur le plan sérotoninergique, sur le plan de la réduction du cortisol, qui a déjà démontré avec de très, très, très belles cohortes un effet antidépresseur important. Donc ici, dans le maintien d'une humeur positive, stable chez le patient, c'est également quelque chose d'intéressant. Donc de recourir au safranal, c'est vraiment quelque chose de très utile. Et de veiller aussi, lorsqu'on prend le safran, de le prendre avec, je dirais, une galénique micro-encapsulée de façon à protéger les molécules actives du safran. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter, alors je sais que c'est peut-être un peu rapide, mais pour quand même insister lourdement sur la prise en charge du stress, comme j'ai pu l'évoquer à travers déjà aujourd'hui l'assiette et également à travers une supplémentation, mais de rappeler aussi, et on commence vraiment à le découvrir de plus en plus, il y a vraiment une inflation de publications qui montrent le lien entre certaines souches bactériennes et la prise en charge des symptômes du stress. Donc soyez-y attentifs parce que c'est vraiment quelque chose qui va se développer fortement. Alors, je pense on va passer maintenant sur voir aussi concrètement comment vous aider dans, je dirais, le fait d'établir une cure anti-stress, William. Ouais, ouais, merci, merci Jean-Pierre. C'était très intéressant et très clair cette présentation. Donc, comme vous le savez, ce webinaire, il est organisé par Compliment. On a récemment sorti une plateforme Compliment Pro qui facilite la pratique des thérapeutes et qui vous permet en fait de prescrire tout type de compléments alimentaires en un clic à votre patient. Et on va montrer, Jean-Pierre va vous montrer un de ses protocoles et comment il utilise la plateforme dans le cadre de stress de ses patients. Je partage tout de suite la vidéo. Donc ici, la plateforme, je dirais, permet je dirais, aux prescripteurs de pouvoir très aisément définir une cure. Hein. Donc ici, soit vous créez un nouveau patient ou vous recourez à un patient qui existe déjà dans votre base de données. Et vous allez à ce moment-là, comme on le voit sur le déroulé à gauche, soit pouvoir identifier je dirais, un complément qui vous intéresse ou en fonction de grands domaines, voire même en fonction je dirais, d'un ingrédient, comme par exemple le magnésium, de dire, ben voilà, moi je veux du magnésium pour mon patient. Puis ben, j'ai compris que le choix de probiotiques était important. Je vais prendre des antibiotiques, des antibiotiques, c'est un beau lapsus, des probiotiques, parce que ce patient est stressé et de par son enquête alimentaire, je constate qu'il ne consomme pas suffisamment d'oméga 3. Je vais également lui donner quelques produits relax. Et puis, je vais pouvoir définir, à travers le choix que je fais de ces compléments, de dire ben, les compléments que je veux plutôt définir à prendre le matin ou ceux que je voudrais plutôt définir à d'autres moments de la journée, ben voilà, je vais prendre de l'ashwagandha où je vais pouvoir, lorsque je le sélectionne, le système va me proposer, est-ce que vous souhaitez plutôt que le patient le prenne le matin ou le midi? Ben ici, je vais plutôt choisir de faire en sorte que le patient le prenne sur le plan du midi, avec en regard de chacun des composés, le fait que vous puissiez rajouter un conseil d'utilisation du produit. Ben, par exemple, dans le cas du magnésium, je vous recommande de le prendre plutôt avec un grand verre d'eau. Et ça vous permet, ainsi chemin faisant, ben, voilà, vraiment d'établir une cure complète et de pouvoir encore, au moment de la finalisation de la cure,
de rendre encore un certain nombre de conseils complémentaires en disant, ben voilà la cure que je vous recommande. Ben ici, dans un premier temps, ce sera plutôt une cure d'1 mois. Et nous verrons par la suite, ben, soit est-ce que c'est dans le cadre d'une cure unique ou éventuellement d'une répétition de cure, ben, ça nous le définirons un tout petit peu plus tard. Et donc, on a ainsi défini une cure globale où il suffit à ce moment-là, ben, je dirais, d'envoyer le lien de la recommandation qui est faite auprès du patient et qui permettra au patient ben, de commander directement sur la plateforme ou éventuellement par téléphone la cure que vous venez de définir. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui prend tout de suite quelques dizaines de secondes pour établir une cure. C'est franchement pas très compliqué. Merci Jean-Pierre. Alors je vais retourner rapidement à nos slides. Yep. Voilà. Donc je vais rapidement vous présenter cette plateforme, Compliment Pro maintenant, et d'ici 5-10 minutes, on passera aux questions, parce que j'ai vu qu'il y a de nombreuses questions suite à ce webinaire. Alors, hop, pourquoi on s'est lancé en fait dans Compliment Pro? Ce qu'on a remarqué en interrogeant les thérapeutes, c'est que plus de 30% des prescriptions n'étaient pas suivies. Alors pour nous, il y a 3 principales raisons à cette non-compliance thérapeutique. La première, c'est qu'il y a trop nombreux freins à l'achat pour les patients. Souvent, les prescriptions sont un petit peu trop chères, pardon. Il y a un manque d'éducation du prescripteur envers son patient, qui ne sait pas exactement à quoi vont servir chaque complément. De temps en temps, même un manque d'éducation du prescripteur en tant que tel. Et pour le patient, bien souvent, il n'achète pas le bon produit. On va lui recommander un certain produit. Si on prend l'exemple du magnésium, Jean-Pierre nous parlait du bisglycinate. Si le patient va dans la pharmacie en bas de chez lui, potentiellement, il va peut-être se retrouver avec un oxyde de magnésium qui n'aura pas de biodisponibilité. La deuxième raison du manque de compliance pour nous, c'est l'expérience patient qui est peu pratique. Alors, quand on doit acheter 3 pots de compléments alimentaires, qu'on en a un de 30, un de 60 et un de 90, le réachat mensuel n'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile de savoir exactement où aller l'acheter, en pharmacie, en parapharmacie. De temps en temps, on perd la posologie. Donc, on ne sait juste plus exactement qu'est-ce qu'il fallait prendre. Et en fait, on a tendance à rapidement l'oublier. Et puis, une autre raison qu'on a eu systématiquement, c'était il n'y a pas de format voyage. Donc, si je pars en week-end, je pars une semaine, je n'ai pas envie de partir avec mes 4-5 pots de compléments alimentaires, ce qui n'est pas vraiment très, très efficace. Le dernier problème pour nous, c'est qu'il y a peu de mesures de succès pour le patient. Donc, en fait, le prescripteur n'a aucune visibilité si le patient a réellement consommé les bons produits, est-ce qu'il a été au bout de son traitement. Et donc, voilà, il y a pas de possibilité de suivre et le patient n'a pas de suivi du côté du thérapeute, ce qui mène souvent à une non-compliance thérapeutique. Il y a des chiffres, là, voilà, 30% des prescriptions qui ne sont pas suivies. Pour répondre en fait à cette problématique, on a décidé de lancer Compliment Pro, qui est une plateforme entièrement dédiée aux professionnels de santé pour faciliter leur pratique et pour accompagner au mieux leurs patients. Alors la plateforme, à quoi elle sert? Elle va vous permettre de prescrire tout type de compléments alimentaires en un clic et les livrer directement à vos patients. La proposition de valeur, elle est assez simple. Vous avez accès à un large choix de compléments alimentaires. Vous pouvez recommander en 3 clics. Jean-Pierre vient de vous le montrer. Vous vous assurez que votre patient va consommer les bons compléments. Vous pourrez suivre en fait et savoir exactement où il en est dans son traitement et puis vous lui offrez une expérience 100% personnalisée. Donc, je vous montre un petit peu le packaging. Vous recevez une box mensuelle comme celle-ci avec 30 sachets quotidiens et votre patient doit simplement prendre un sachet dans lequel sera repris les différents compléments. Donc 3, 4, 5 gélules, peu importe, dépendant de la cure qui a été prescrite. Concrètement, comment ça fonctionne? Je vais vite repasser sur ce que Jean-Pierre vous a présenté. Vous avez accès à un large choix de compléments alimentaires. Aujourd'hui, il y a entre 30 et 40 compléments sur le catalogue produit. Vous pouvez sélectionner les produits soit selon certaines préférences, selon certains objectifs santé, selon des dosages, selon des allergènes, qui soient végans, non végans. Donc, vous avez vraiment différents filtres existants afin de choisir les produits adéquats. La deuxième étape, c'est de sélectionner la prise. Est-ce que mon patient a besoin de prendre une prise le matin, le midi, le soir? Et dans quel cas, on enverra 1, 2 ou 3 boîtes pour qu'à chaque fois, pour chaque prise, le patient ait le sachet adéquat.
La deuxième étape, ça va être de définir la durée de la cure, 1, 2, 3 mois. Et puis, vous avez le choix. Est-ce que vous préférez proposer un abonnement en vous disant, OK, ben, mon patient, si on parle du magnésium, de la vitamine D ou du zinc, il en a peut-être besoin toute l'année et c'est pas simplement une cure de 1 mois qui fera le job. Ou ben non, c'est 2 mois parce qu'en 2 mois, il devrait arriver à des résultats satisfaisants. Donc voilà, vous sélectionnez les produits. Une autre manière de le faire qu'on n'a pas présenté, c'est que vous avez la possibilité de créer des protocoles. Donc vous pouvez prédéfinir certaines cures ou certains traitements. Si vous avez certains patients qui sont systématiquement stressés, on pourrait imaginer le protocole microbiote stress de Jean-Pierre Mans. Vous pouvez y accéder directement et voir comment lui traite certaines pathologies et réutiliser le même type de protocole. Alors la dernière étape, c'est la possibilité d'améliorer le suivi de votre patient. Vous pourrez en fait directement savoir si le patient a réellement acheté ce qui a été prescrit, où il en est. Donc si par exemple vous prescrivez pour 2 mois à votre patient, au bout de 2 mois, vous recevrez une notification en vous disant: «Attention Jean-Pierre, William a fini son traitement, il serait peut-être temps de le relancer, il serait peut-être temps de lui prescrire quelque chose d'autre» ou tout simplement on arrête là et on est très satisfait du résultat. Hem, la la plus-value, c'est quoi? C'est que vous vous assurez que votre patient ne soit jamais sans traitement. Alors, en termes de produits, comme je vous ai dit, nous, on a fait un travail vraiment sur le packaging pour qu'il soit le plus facile possible pour votre patient. Donc, c'est un sachet quotidien. Dedans, vous retrouverez les différentes gélules. Tout est conditionné en Belgique, en atelier protégé. C'est renouvelable automatiquement si vous le souhaitez. C'est sans obligation et sans engagement. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que vos conseils sont repris dans un carnet de route. Donc, chaque patient va recevoir un petit livret qu'il gardera avec lui, dans lequel il verra voilà, le magnésium à prendre avec un grand verre d'eau le matin, le midi et le soir, peu importe. Et il aura vraiment sa posologie exacte et personnalisée qui sera avec lui sans risque de la perdre. Il aura même un rappel par email de sa posologie. Alors, cette plateforme, Compliment Pro, elle est gratuite, hein. Notre idée, c'est vraiment de comment améliorer la vie et la pratique du prescripteur. Et ce qu'on offre en plus d'un outil de prescription, c'est aussi un outil de formation. Donc, vous avez accès à des formations sur chacun des produits, sur certaines pathologies, comment traiter certaines pathologies. Vous avez accès à nos webinaires, comme aujourd'hui. Donc, on essaie d'organiser un webinaire mensuel et également à des conseils. Donc ça, c'est plutôt des conseils qu'on va essayer de prendre au vu des différents prescripteurs qu'on a rencontrés, comment améliorer la compléance thérapeutique de vos patients, quelles méthodes mettre en place, comment améliorer la consultation en tant que telle, quels outils utiliser pour la prise de rendez-vous. On va vraiment essayer de vous accompagner pour que vous, votre pratique soit entièrement facilitée. Un autre petit aspect dont je n'avais pas parlé, c'est qu'il y a un support qui est entièrement dédié à vous. Donc, si vous avez des questions, on y répondra directement, mais il y a également un support pour vos patients. Donc, si un patient a perdu sa posologie ou un patient a des questions sur des produits, on va y répondre et notre support est constamment présent pour vous aider et pour répondre en fait voilà, aux questions de vos patients. Voilà, on vous enverra le lien dans le mail qui suivra, mais la plateforme, c'est compliment-pro.com. Vous avez l'adresse email, le numéro de téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, comme je l'ai dit, c'est gratuit. C'est vraiment un outil qui vous permet de faciliter votre pratique. Alors, on va passer, je vois qu'il est déjà quasiment 30, donc on va rapidement passer aux questions. Hop, donc, si je prends la première question de Léa Pierucci. Jean-Pierre, existe-t-il des tests pour évaluer le stress chez un patient? Que mesurer sur un bilan biologique, s'il vous plaît? Alors, je dirais qu'il existe effectivement un certain nombre de bilans biologiques plutôt fonctionnels qui vont permettre de pouvoir identifier le stress. Il existe, il existe des questionnaires normés, hein, déjà des supports papier qui peuvent être utilisés. Mais si vous voulez recourir à la biologie, il y a pour moi deux choses qu'il faut vérifier chez un patient stressé. C'est certainement son niveau de cortisol salivaire, hein. Je l'ai évoqué lors du webinaire. Ça faisait partie d'ailleurs des marqueurs qui avaient été analysés dans le cadre des études cliniques, hein, sur ces patients stressés, les 36 patients stressés en 2021, et qui montraient directement une diminution du cortisol salivaire chez les patients qui avaient été traités par cette souche tout à fait spécifique de lactobacilles. Il y a aussi, dans le cadre du stress, puisqu'on sait que dans les phases d'épuisement, il y a, je dirais, à la fois le
magnésium qui s'effondre, la dopamine qui s'effondre, la sérotonine qui s'effondre, voire même dans des phases de burn-in, burn-out, le cortisol qui s'effondre complètement, ben, on peut, de nouveau, dans le cadre d'une biologie fonctionnelle, demander les métabolites des neurotransmetteurs, qui vont également donner une idée très claire des choses. Je vous invite également à mesurer la CRP ultrasensible, qui va être ce marqueur de l'inflammation et qui va également signer chez ce patient stressé le fait qu'il y a une production de cytokines pro-inflammatoires de manière importante. Ok. Je vois que la deuxième question de Léa est intéressante aussi. Vous avez présenté un probiotique avec 3 milliards de bactéries en disant qu'il était assez efficace et elle nous demande donc le nombre de bactéries dans un probiotique n'a pas d'impact sur son efficacité. Alors, je vais répondre oui et non. Aujourd'hui, il y a malheureusement un tout petit peu, je pense que c'est un peu une question de marketing, un peu comme on l'a connu avec le curcuma. Dans mon curcuma, enfin dans ma solution curcuma, il y a de plus en plus de curcuminoïdes. Certains surfent aujourd'hui au niveau des probiotiques en disant dans ma solution, il y a de plus en plus de bactéries, et donc plus il y en a, mieux c'est. Alors, alors il est clair qu'il y a un seuil en deçà duquel, évidemment, le produit sera inefficace. Mais je vous ai montré tout à l'heure cette étude clinique qui avait été réalisée par le professeur Baker au Canada et qui reprenait 3 milliards de bactéries. On n'est pas sur 450 milliards comme aujourd'hui, il existe un complément alimentaire avec 450 milliards de bactéries. Bon. Donc, je dirais la quantité ne fait pas nécessairement la qualité. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon équilibre au niveau des grandes familles bactériennes, donc d'apporter les souches bactériennes qui nous paraissent utiles en fonction de la problématique du patient. Mais généralement, aujourd'hui, au niveau des probiotiques, quand on a, je dirais, par famille de bactéries, 2, 3, 4 milliards de bactéries par souche, on a quelque chose déjà de tout à fait respectable. Donc, il n'est pas nécessaire de monter à 10 milliards de bactéries par souche pour avoir un produit nécessairement efficace. Il est clair aussi, c'est pour ça que la réponse est un petit peu compliquée, je ne peux pas vous dire blanc-noir, c'est qu'en fonction de la qualité du microbiote et je dirais de la diversité des familles bactériennes qui colonisent ce microbiote, ben, il faudra faire un traitement peut-être parfois un peu plus intense, parfois un peu plus long. Donc pour ça qu'il est difficile de dire qu'une cure de probiotiques va durer 1 mois. Généralement, c'est beaucoup plus long qu'1 mois, c'est minimum 3 mois à 6 mois, parce qu'il faut permettre de laisser du temps au temps pour recoloniser le microbiote et de traiter aussi souvent, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est souvent de traiter aussi préalablement la perméabilité intestinale d'un patient. Parce que si vous donnez des probiotiques à un patient, chez un patient qui a un leaky gut, ben, l'efficacité de la probiothérapie sera nettement moindre que si vous avez pu régler cette problématique d'hyperperméabilité intestinale, à l'issue de laquelle vous allez recoloniser et donner des bactéries en qualité et en quantité. Ok. Alors, il y avait une deuxième question par rapport à cette étude de Baker. C'est Mathieu qui demande quel serait le lien ou les points communs entre les différentes souches sélectionnées pour ces études. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de lien. Très honnêtement, aujourd'hui, on le voit dans les études cliniques. Aujourd'hui, il doit y avoir, très honnêtement, une cinquantaine de très belles études cliniques réalisées au cours des 3-4 dernières années qui ont montré la pertinence de certaines souches tout à fait pointues. Je vous ai donné les noms des souches vraiment de manière précise. Ce que les études ont montré jusqu'ici, et je n'ai pas dit que c'est la seule piste, mais que les études ont démontré en tout cas que ce sont à la fois des souches issues du grand groupe de bifidobactéries et du grand groupe de lactobacilles qui ont démontré des effets positifs sur la prise en charge des symptômes du stress. Ce sont donc à la fois les lactobacilles et les bifidobactéries. D'autres souches pour l'instant. Mais rien ne dit qu'il n'y a pas demain d'autres grands groupes bactériens qui vont démontrer également une efficacité particulière. Je pense que la raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de publications qui sortent sur le lactobacille et les bifidos, c'est parce que comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les lactobacilles et les bifidos font partie des 20 grands groupes de bactériens qui sont communs à l'ensemble des êtres humains. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les chercheurs ont particulièrement essayé de trouver des souches intéressantes au sein de ces grands groupes bactériens. Ok, merci. Alors, il y a Camélia qui demande, dans le cas d'une dépression, d'anxiété ou de burn-out, voit-on toujours des déséquilibres dans les marqueurs neurotransmetteurs dans les urines à 12 heures sur acide, plus sur les autres marqueurs hormonaux dans le sang? Oui, quand on est dans des situations de stress chronique aggravées,
je serais très surpris que les marqueurs ne soient pas au rouge. C'est justement aujourd'hui, c'est archi-validé au niveau de la biologie fonctionnelle, que si vous faites une mesure des neurotransmetteurs, alors en fonction du marqueur que vous allez vouloir analyser, hein, je parlais du cortisol, le cortisol salivaire, je dirais la salive généralement est un bon substrat de récolte, mais on sait que le recueil d'urine, alors que ce soit sur 12 ou 24 heures, au niveau des métabolites des neurotransmetteurs, est également tout à fait fiable. Donc, si vous ne voyez rien dans dans les urines, pardon, vous ne voyez rien au niveau du cortisol salivaire, je serais très surpris que ce patient souffre je dirais, d'une phase de stress chronique constant, voire même un risque d'épuisement, parce que si il y a des risques d'épuisement, ben on va avoir des déficits sur le plan surrénalien qui vont également signer une phase de stress. Donc oui, euh, que ce soit au niveau endocrinien, que ce soit au niveau des mesures de des surrénales, que ce soit au niveau des métabolites des neurotransmetteurs, oui, on devra voir quelque chose dans la biologie fonctionnelle. Ok, super. Alors Camélia nous demandait encore comment aider un patient qui est à fond dedans, dans une dépression ou dans un burn-out, sur le court terme pour l'aider tout de suite en n'utilisant que l'approche de la médecine fonctionnelle sans recourir aux médicaments antidépresseurs ou anti-anxiété. Mais, vous savez, un patient qui souffre je dirais, de stress aigu, euh, alors je sais que ça ne va pas rentrer dans le cadre d'une consultation nutritionnelle probablement, mais c'est d'essayer quand même d'abord d'identifier l'élément stresseur ou les éléments stresseurs. La cause, je dirais, il faut quand même pouvoir l'identifier. Tout ce que la médecine fonctionnelle va pouvoir faire, c'est de traiter de manière aussi efficace que possible tous les systèmes qui sont impliqués et d'essayer de traiter les symptômes, mais parfois des causes aussi fonctionnelles. Hein. C'est clair que si un microbiote n'est pas en bon état, comme je l'évoquais, s'il y a une hyperperméabilité intestinale, ben, il faut traiter l'hyperperméabilité intestinale. Le problème, c'est que là, vous partez dans un processus qui est long, qui peut durer 3 mois, 6 mois, 9 mois. Le patient ne va pas avoir un bénéfice santé dans les 24 heures. Très honnêtement, quand on fait recours à la médecine fonctionnelle, euh, c'est difficile d'avoir une réponse rapide. La seule chose que je pourrais éventuellement conseiller, que certains médecins pratiquent et qui semblent donner de bons résultats, c'est le fait de recourir à des injections de magnésium, euh, je dirais, euh, qui se prennent généralement en 2 heures ou en 3 heures, donc vraiment donner un bolus important de magnésium qui peut soulager le patient, parce que c'est clair que si on donne 120 ou 240 mg de magnésium élément chaque jour, versus donner plusieurs grammes de magnésium élément en intraveineuse, ça va avoir un effet évidemment de relaxation qui peut être important. Donc vraiment dans des cas ultimes, le fait de recourir à des injections de magnésium sous contrôle médical, évidemment, hein, c'est un médecin qui va le faire, peut donner des bons résultats assez rapidement. Mais Ok. sans oublier évidemment de prendre en compte l'aspect inflammatoire et l'aspect relaxant de la radiole pour la fatigue, du safran pour la dépression. Donc, on voit il y a tous les autres éléments auxquels il faudra penser, et de prendre également du magnésium perros, c'est évident, mais peut-être vraiment en situation d'urgence, une injection de magnésium peut être très utile. Ok, super. Alors je crois que vous y avez répondu tantôt. Solène qui nous demande pendant combien de temps recommander la prise de probiotiques. Alors, la prise de probiotiques, très honnêtement, je viens de l'évoquer, ce n'est pas un mois de traitement qui va vous aider. Euh, c'est d'autant moins le cas que que le patient a une alimentation, je dirais, peu riche en prébiotiques, peu riche en fibres. Je dirais qu'indépendamment de la prise d'une supplémentation en probiotiques, il faut évidemment donner les conseils alimentaire associé avec une assiette qui va être riche en fibres, riche en prébiotiques. Euh, la consommation de choux, de choucroute cru est particulièrement intéressante. On sait que les kéfirs de lait ou les kéfirs de fruits peuvent également être très intéressants de ce côté-là, mais on est parti pour, je dirais, une supplémentation, à mon sens, de minimum 3 à 6 mois. Il y a évidemment la symptomatologie qui va parler, mais imaginez recoloniser un microbiote qui a été fort perturbé, qui est enflammé, qui connaissait un leaky gut, et espérer que ce soit traité en 3 mois de temps est relativement ambitieux.
Ok, alors par rapport à la durée de cure, on a Céline qui nous demande si on complémente avec du rhodiola ou de la l'ashwagandha, combien de temps maximum peut-on continuer cette supplémentation? Je dirais que ces deux composés-là, moi personnellement, je le fais pas très longtemps. Je les fais entre 1 et 3 mois parce que les études cliniques ont montré généralement des effets, on va dire, relativement rapides. Moi, la rhodiole, je l'utilise très clairement chez les patients qui expriment des symptômes de fatigue récurrente, je dirais de sommeil non récupérateur. Et donc là, j'essaye de faire une cure de 1 à 3 mois maximum, que ce soit pour la l'ashwagandha ou pour la rhodiole. Je ne vais rarement au-delà. Ok. Alors on a Gilles qui nous dit qu'il s'interroge sur l'utilité réelle de certains aspects de la chrononutrition. On a en effet besoin de tyrosine le matin pour la production de la dopamine, mais le temps de la digestion et de l'assimilation retarde fortement cette mise à disposition de tyrosine pour les cellules. Alors, très honnêtement, je ne suis pas un expert sur le plan cellulaire. Euh, Tout ce que je sais, ben, moi, je m'appuie sur les études cliniques qui ont été publiées, qui ont montré que, je dirais en tout cas, il y a une chronobiologie nutritionnelle. Donc, s'il y a des acides aminés à apporter, ben, il y a des acides aminés à apporter plutôt à certaines parties de la journée. Alors, est-ce qu'il faut les apporter à 8 heures du matin ou est-ce qu'il faut les apporter à 5 heures du matin? Là, très honnêtement, je suis très mal placé que pour pouvoir vous donner la réponse, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'auteurs qui doutent de l'intérêt d'apport en tyrosine le matin et plutôt en tryptophane l'après-midi. Donc ça, je pense que ça fait autorité. Maintenant, dire que le fait de le prendre à 8 heures du matin va donner suffisamment rapidement de dopamine à 10 heures du matin, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui ne mangent pas protéinées le matin, qui ne prennent pas de tyrosine, c'est en tout cas quand il y a une supplémentation qui est faite en tyrosine, je dirais, on conseille généralement une prise de tyrosine à raison d'environ 400 mg à 8 heures et de reprendre 400 mg à 10 heures. Donc je suppose que sur le plan cellulaire, l'efficacité doit être au rendez-vous, sans quoi les études cliniques n'auraient pas pu démontrer un bénéfice de l'apport de ces acides aminés à ces périodes-là de la journée en tout cas. Ok, et on va finir alors avec une dernière question de Alexia qui nous demande quel est le dosage optimal pour débuter une supplémentation en magnésium chez une personne fort stressée. Alors le dosage minimum, mais je dirais que c'est d'abord de se renseigner auprès de la patiente, de savoir, de faire comme une enquête alimentaire quant à savoir est-ce qu'aujourd'hui dans son alimentation, est-ce que c'est quelqu'un qui consomme des eaux riches en magnésium, est-ce que c'est quelqu'un qui consomme des céréales complètes, est-ce que c'est quelqu'un qui consomme des oléagineux, est-ce que c'est quelqu'un qui consomme du chocolat noir à 85% de cacao. Bon, est-ce que l'assiette quotidienne a une densité nutritionnelle qui lui apporte à minima, on va dire, 250 mg de magnésium élément ou pas. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est la calculette qui va jouer. C'est 6 mg de magnésium élément par kilo de poids corporel. Si votre patient pèse 70 kg, ben, c'est 420 grammes de magnésium élément à apporter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, dont vous déduisez la quantité apportée par l'assiette. Soyons optimistes, la personne en consommerait 200, ben, il lui reste 250 mg de magnésium élément, je parle bien de magnésium élément, qui doivent être apportés par la supplémentation, sachant qu'il ben, faut des sels bien biodisponibles, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc le bisglycinate en fait clairement partie. Euh, à répartir au cours de la journée, toujours éviter de donner une dose massive. Hein. Aujourd'hui, les suppléments nutritionnels de magnésium avec 800 mg de magnésium élément en une prise est une aberration parce qu'aujourd'hui, il y a une capacité d'absorption au niveau physiologique qui fait que plus la dose de magnésium élément que vous prenez est élevée, proportionnellement, le pourcentage qui sera assimilé est relativement faible, tout le reste étant excrété au niveau de l'urine. Donc, ça ne sert à rien de prendre des doses massives, mais il faut plutôt prendre des doses bien réparties au cours de la journée, matin, midi, soir. Ce sont des doses physiologiques qui vont permettre, je dirais, d'avoir un bon soutien. Mais donc, c'est l'assiette, c'est la quantité de magnésium que ce patient doit consommer, moins l'assiette qui va vous donner la quantité de la supplémentation. Ok, eh ben, je pense que c'était la dernière question. Un tout grand merci Jean-Pierre pour votre temps, pour vos explications. C'était vraiment très très clair.
Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Alors, je le répète, tout ce webinaire est enregistré et vous sera envoyé. Vous le recevrez par email. Il sera également disponible sur notre chaîne YouTube, Compliment. Si vous avez encore des questions, posez-les nous. Vous pouvez nous les poser à l'adresse pro@compliment.me. On y répondra et on les transférera à Jean-Pierre. Donc, n'hésitez pas. Un tout grand merci à tout le monde et particulièrement à Jean-Pierre. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.